L'écho des suppliciés, chapitre 2. Ghislain Sudel rétrograda brutalement en seconde. Les roues patinèrent sur la langue de verglas et la lourde Mercedes se mit à déraper lentement, l'arrière se rapprochant dangereusement de la glissière de sécurité. Ghislain lâcha un juron. Sa petite fille, Violette, dormait sur la banquette arrière. Depuis 3 ans, date de son divorce, il avait l'habitude de l'amener une semaine au sport d'hiver et de la garder un mois en été. Cette année, séduit par une publicité vantant les installations de la station, l'immense domaine skiable et la variété des loisirs proposés aux enfants, il avait choisi la Pierre Saint-Luc. La tempête de neige s'était abattue avec une violence inouïe 2 kilomètres à peine après les premières rampes. Le ciel était bas, d'un gris plombé marbré de veines violacées et déversait sur la région des tonnes de neige. Les puissants essuie-glaces de la Mercedes suffisaient à peine à balayer le mur d'épais flocons qu'un vent sifflant plaquait sur le pare-brise. La visibilité était quasiment nulle. Sur la rive en amont de la route, les congères progressaient à un rythme hallucinant. Ghislain parvint à immobiliser son véhicule à quelques centimètres du rail. Il regrettait de n'avoir pas voulu placer plus tôt ses chaînes. Il allait maintenant devoir les fixer le plus rapidement possible dans cette tourmente insensée. Il lutta contre la bouffée de colère qui enflait en lui. Il ne fallait pas qu'il cède une nouvelle fois à ces accès de rage incontrôlés qui avaient brisé son foyer. En tout cas, pas en présence de sa fille. Il ne l'avait à sa disposition que 5 semaines par an, et cette faveur ne lui avait pas été accordée par le juge. Il avait dû lutter pied à pied avec Annie pour la convaincre qu'il avait changé, que la petite ne risquait rien, qu'il s'était soigné. Il avait même réussi à rester parfaitement calme face à ses refus successifs. En fait, il ne mentait qu'à moitié. Il avait réellement tout tenté pour se débarrasser de ce cancer qui lui rongeait l'existence, cette bête immonde qui dormait quelque part dans sa tête et se réveillait périodiquement pour le rendre fou. De la chimiothérapie aux disciplines purement spirituelles, il avait essayé toute la panoplie, connaissant parfois quelques brefs moments de répit avant de finalement échouer. La moindre contrariété le plongeait dans une fureur noire sans que rien ni personne ne puisse apaiser ses crises de violence. Il se mordit sauvagement la lèvre inférieure, ouvrit la portière et quitta précipitamment l'habitacle de la Mercedes. La neige l'aveugla et la bourrasque faillit le jeter à terre. C'était hallucinant. Comment pouvait-on laisser des gens s'enfoncer dans une tempête pareille? Le laxisme de la sécurité routière dans cette région relevait de la pure démence. Il perçut l'éboulis d'un goulet de glace quelque part sur sa droite, au-delà du rideau de flocons qui filait en rang serré, éclairé par les phares de la voiture comme des milliards de lucioles. Il se pencha et regarda, stupéfait, la neige qui s'accumulait autour des pneus de la Mercedes, menaçant de la paralyser définitivement. Il contourna le véhicule et ouvrit son coffre. Ses yeux s'étrécirent tandis qu'un grondement sourd montait de sa poitrine. Il poussa les valises, les retira et les laissa négligemment tomber sur la route. Une plainte aiguë fusa entre ses lèvres. Il empoigna une des poupées de Violette et la jeta au loin de toutes ses forces. Il se mit à hurler. Les chaînes n'étaient pas dans le coffre. Il se souvenait maintenant les avoir remontées de la cave et stupidement oubliées sur la table du salon. Il ne pouvait plus ni avancer, ni reculer. La tempête s'était déclenchée trop subitement pour que la gendarmerie puisse fermer à temps l'accès au col. Le dernier véhicule à passer avant l'installation du barrage fut un 4x4 Toyota piloté par un énorme barbu qui lança son tout-terrain à l'assaut des premières rampes comme s'il participait à un rallye. L'essentiel des vacanciers, qui arrivaient maintenant en vagues serrées, resta bloqué dans la vallée. Le commandant de gendarmerie estima qu'il avait évité une véritable catastrophe. Seule une vingtaine de voitures gravissaient les pentes du massif. Un bon tiers resterait probablement bloqué dans la tourmente. Il pria pour que ceux-là aient la prudence d'attendre patiemment les secours. Il ignorait encore que la Pierre Saint-Luc était désormais coupée du reste du monde. Le moteur du Toyota rugissait. Frank Barry, le chauffeur, se débattait entre son volant, l'accélérateur et le levier de vitesse, surveillant à la fois la route balayée par un torrent de flocons gros comme des poings d'enfant et sa jauge de température dont l'aiguille flirtait avec la zone rouge. À l'arrière du véhicule, Platine, Stick et Brenda s'échangeaient un joint dont l'arôme enivrant imprégnait la cabine. J'y vois que dalle, merde gueula Frank en ralentissant. Il coupa le son de la stéréo qui diffusait à plein pot une reprise de Van Halen. La route était devenue extrêmement périlleuse. Le vent givrant qui soufflait sur la région transformait la neige en une couche de verglas ondulant dont certaines vagues recouvraient maintenant la glissière de sécurité. Plus rien, par endroits, ne séparait la Toyota du ravin et Frank ne voyait guère plus loin que le bout de son capot. Les puissants phares anti-brouillard du véhicule réfléchissaient davantage qu'ils ne perçaient la cascade neigeuse. Pourquoi tu coupes la musique protesta Stick en se redressant. Stick était aussi squelettique que Frank était gras. Il portait une chevelure brune, taillée au-dessus de ses oreilles, séparée en son milieu par une fine allée de cheveux blonds qui lui descendait jusqu'au bas de la nuque. Hiver comme été, à la plage comme à la ville, il arborait Santiago, jean délavé et gilet de cuir.
Et c'était la première fois de sa vie qu'il partait au sport d'hiver. Il regarda autour de lui, l'air effaré, les yeux clignotants comme ceux d'un oiseau de nuit surpris par le lever du soleil. Qu'est-ce que c'est que ce bordel murmura-t-il ahuri. De la neige, grogna Franck après une légère embardée. Un putain de paquet de neige qui nous tombe sur la gueule. Faut que quelqu'un passe devant pour me guider. Stick gonfla ses joues. Tu crois que je vais sortir par un temps pareil et me fader l'escalade à pince siffla-t-il. Derrière, les filles paraissaient émerger à leur tour. Elles regardaient, hypnotisées, la tempête blanche gifler les vitres de la Toyota. Entre le hache et la musique, elles ne s'étaient rendues compte de rien. Ce que c'est beau souffla Platine en rejetant en arrière sa longue chevelure argentée. Arrête de déconner s'écria Franck. Si ça continue, on va rester planté sur cette saloperie de route. La glace nous recouvrira et les chasse-neige nous passeront sur la tronche. Un choc sourd ébranla la Toyota. Franck pesa sur le frein et le 4x4 se mit en travers. Sur quoi t'as roulé bafouilla Stick. Franck haussa les épaules. Et comment je saurais puisque je vous dis qu'on n'y voit rien grommela-t-il. Il se retourna. Brenda, passe-moi mon sac. Tu vas sortir hoqueta Stick. Si t'as une autre solution, marmonna Franck en extirpant de son sac à dos un blouson de cuir fourré. Quel plan d'enfer soupira Stick en passant à l'avant. 3000 mètres plus haut, occupé à rassembler son matériel, le guide de montagne Alex Meyer crut être victime d'une hallucination. Il venait de franchir le rimail à la verticale de la brèche de la Grande Dent lorsqu'il vit bouger l'immense glacier du pic Saint-Luc. Le craquement sinistre qui suivit le persuada qu'il ne s'agissait pas d'un simple effet d'optique. Alex prit ses jumelles et observa le glacier. La pente inférieure était passée au-dessus du goulot d'accès que le guide venait de redescendre et près de 5 mètres de glace se trouvaient maintenant suspendus dans le vide. Au nord-ouest, le glacier s'était fendu sur une échine rocheuse et une pointe de verre d'un aspect déplaisant paraissait viser directement le grand couloir de dégagement. À sa connaissance, et cela faisait quelques années qu'il parcourait et étudiait ce massif, le glacier Saint-Luc n'avait jamais anormalement bougé. Après un rapide calcul, le guide estima que la station, plantée en contrebas du couloir, directement sur la route d'une éventuelle avalanche, était aujourd'hui grandement menacée. Les paravalanches n'étaient pas conçues pour résister à une dégringolade du glacier. Son attention fut attirée par une nouvelle aberration. L'aiguille du diable, ordinairement soudée à la barre noire, qui culminait à plus de 4000 mètres, semblait s'être légèrement déplacée, comme si sa base venait de pivoter sur elle-même, désolidarisant les deux cols et libérant un étrange tourbillon de brume sombre. Stupéfait, le guide, qui pensait bivouaquer ici pour étudier les coulées du goulot d'accès, décida de rejoindre au plus vite la station. Il sortit son émetteur, leva l'antenne, régla sa fréquence sur la sécurité de Saint-Luc et envoya son message. Un sifflement continu lui fit écho. Alex fronça les sourcils, tâtonna à la recherche d'autres fréquences avant de replier son matériel audio. Il n'obtenait rien d'autre que cet irritant sifflement, comme si le monde entier autour de lui venait de disparaître. Le guide abandonna l'appareil et une grande partie de son équipement et se lança dans une descente folle, conscient qu'il allait devoir battre des records pour donner l'alerte à temps. Au-dessus de lui, le glacier craqua à nouveau. Mathieu était durement affecté par la mort de Zara. Il n'avait rien pu faire pour sauver la belle Barzeuil blanche. Il se sentait responsable de cet accident et avait très mal dormi, d'un sommeil agité, irrégulier, hanté par des visions de la grande fille aux yeux violets. Au petit matin, les traits tirés et la bouche maussade, une énorme surprise l'attendait. La neige tombait. Une neige drue épaisse qui s'abattait en rangs serrés sur les pistes. Parmi les copropriétaires de la station, la joie succéda à l'étonnement et l'inquiétude à l'euphorie. La tempête se levait, giflant les immeubles où la neige demeurait plaquée, recouvrant les façades d'un véritable mur de glace. Après un premier arrivage d'une douzaine de véhicules groupés, les vacanciers débouchaient maintenant sur le parking inférieur à un rythme sporadique. De temps en temps, avec un espace de plus en plus important, la tempête accouchait d'une voiture chargée de passagers épuisés et inquiets. En bas de la vallée, la gendarmerie venait de condamner l'accès au col. Mathieu Mazneau pesta contre ce nouvel excès climatique. Il enfila sa canadienne, chaussa de lourdes chaussures fourrées et fonça vers le hangar. Il regarda la neige qui s'accumulait au pied des bâtiments, atteignant par certains endroits les fenêtres du premier étage. La température continuait de chuter régulièrement, centigrade après centigrade, plongeant le massif dans un désert de glace. Mathieu se demanda si la situation d'hier ne valait finalement pas mieux que celle d'aujourd'hui. Cette tourmente allait probablement faire des victimes. Entre la vallée et la station et les sommets, de nombreuses personnes devaient se trouver bloquées. 4 skieurs étaient partis très tôt ce matin vers le glacier de Saint-Luc. Mathieu priait pour que leur route croise celle d'un des guides qui sillonnait le massif. Il avait déjà fait diffuser des avis de recherche, mais les hélicos de la sécurité ne pouvaient décoller, cloués au sol par la tempête. Quant aux communications, elles étaient interrompues depuis près de 30 minutes avec la vallée. Seule la radio crachouillait encore quelques informations inaudibles. Mathieu pénétra sous le hangar. 2 ratraques s'étaient déjà lancés sur les pistes, traçant un damage de fortune, et un des chasse-neige luttait pour dégager le parking supérieur, enseveli sous 3 mètres de poudre glacée.
Antoine Borda était penché sur le moteur du second. Il se redressa, le front luisant de sueur, et s'essuya les mains sur un chiffon graisseux. Ces Parisiens sont complètement fadas, renauda-t-il. Ils sont déjà prêts à skier et ils veulent qu'on ouvre les pistes rouges. J'ai une chenillette coincée là-haut. Laisse tomber les skieurs pour l'instant, ordonna Mathieu. Faut envoyer le chasse-neige sur la route, dégager tout ce bordel. Borda balança son chiffon et haussa les épaules. Il en retombe autant qu'on en enlève, grogna-t-il. Vous vouliez de la neige? Putain, vous en avez. De toute façon, si on lance un engin dans la descente, on le retrouvera au fond d'un ravin. Laissez ceux de la vallée se démerder avec ça. Mathieu secoua la tête. Pas question, trancha-t-il. Si ça se trouve, il y a des gens bloqués à 500 mètres de la station. On ne lance pas une machine dans une soupe pareille, s'entêta Borda. Allez voir Julien sur le numéro 2. Il n'arrive même pas à s'en sortir à l'intérieur du parking. Quant aux familles qui ont loué des chalets, on est obligé de les recaser en studio en attendant que ça se calme. Qu'est-ce qu'ils foutent en bas? Ils attendent le printemps pour nous ventiler les bulles. Mathieu renifla. On n'arrive plus à communiquer avec la vallée, expliqua-t-il d'une voix morne. Les lignes téléphoniques sont coupées et les ondes sont brouillées. Borda s'épongea le front. Mais comment diable parvenait-il à transpirer par un froid pareil? Vraisemblablement un des effets secondaires de son maudit pinard. Bon Dieu, Antoine, s'énerva Mathieu. Tu sais ce qui va se passer si des vacanciers crèvent sur cette saloperie de route? Tes terrains, tu pourras toujours essayer de les brader aux parcs nationaux, et tes ratraques les bazarder à la concurrence. T'as voulu te charger de l'entretien des pistes, oui ou merde? Antoine grimaça. La route, c'est pas une piste, grinça-t-il, pas convaincu par les arguments de Masno. Et si la route est bloquée, t'auras personne sur tes pistes. Antoine Borda cracha un vigoureux glavieux sur le ciment. Si on doit envoyer une expédition de secours sur la route, c'est à pied qu'il faut y aller, annonça-t-il comme à regret. D'accord, allons-y à pied, admit Mathieu. Je mobilise les moniteurs et les guides qui sont restés ici. Borda plissa ses yeux malins. Vous ne seriez pas allé voir Anaïs, vous, par hasard? Murmura-t-il. Jamais Franck n'avait encore touché une neige aussi froide. Chaque flocon qui s'engouffrait dans ses yeux, dans ses narines, dans sa bouche provoquait une douleur à la limite du supportable. Curieusement, dans ce tourbillon glacé, le gros barbu éprouvait l'impression d'être brûlé vif. Mal protégé par son blouson de cuir, son torse était pris dans un étau et il avait le plus grand mal à respirer. Il parvint, malgré la souffrance, à s'accroupir et à ramener l'objet sur lequel la Toyota venait de rouler. Une énorme Samsonite bleu ciel dont les armatures avaient explosé sous l'impact. Une valise au milieu de la route. Il regarda autour de lui et ne vit rien d'autre que ce déchaînement immaculé qui fondait sur lui et lui cinglait rageusement le visage. Il contourna le 4x4, la valise coincée sous le bras, et s'escrima sur la portière. Ouvre-moi, merde hurla-t-il. La réponse de Stick lui parvint à peine. Il perçut les coups sourds que son ami donnait sur le battant métallique. La portière était bloquée par le gel. Arrête de taper, connard s'égosilla-t-il. Il va me bousiller la bagnole, ce con-là. Il s'apprêtait à contourner de nouveau la Toyota lorsqu'il sentit le liquide tiède couler sur son visage. Il s'essuya et regarda sa main poisseuse de sang. Il baissa la tête et vit son blouson se déchiqueter, se taillader comme sous les assauts d'un invisible rasoir. Son cuir se balafrait, des plaies apparaissaient partout sur son pull et la première entaille s'ouvrit jusque sous son sein gauche. Le sang se mit à couler sur la chair entamée. « Les enculés !» jura Franck, tétanisé. Les flocons étaient comme des éclats de verre qui menaçaient de transformer le gros barbu en steak haché. Un sillon sanglant apparut sur son bras droit. Les grêlons acérés crépitaient sur la carrosserie de sa Toyota. Franck plongea sous le véhicule. Ses vêtements étaient lacérés et son corps couvert de plaies de la tête aux pieds. Le froid anesthésiait ses blessures, mais lorsqu'il vit les roues de la Toyota patiner follement sur le verglas, il recommença à hurler. Cet imbécile de Stick allait l'écraser. Alex Meyer avait choisi l'itinéraire le plus court, une arête vertigineuse qu'il dégringolait à toute allure à l'aide de son unique piolet et de ses chaussures à broches. Il s'était allégé de ses sangles, de ses mousquetons, des pitons et des étriers. Sans la moindre sécurité, il risquait, s'il dévissait de la paroi, une chute libre de 400 mètres et un atterrissage au centre d'un surplomb rocheux. C'est en détournant légèrement sa route pour éviter une crevasse qu'il aperçut le skieur. L'homme descendait à une vitesse ahurissante la piste noire des bouquetins. Il s'agissait probablement d'un des 4 skieurs que l'hélico avait déposés aux premières heures du jour sur le plateau de l'Épaule, près du glacier Saint-Luc. Mais il était seul et fonçait comme s'il avait le diable à ses trousses. Sa folle course rectiligne fut brutalement interrompue par une aiguille de glace détachée des madriers du premier paravalanche. Elle se dressa devant lui, pointe en avant, surgissant subitement de la poudreuse. Le skieur n'eut pas le temps d'esquisser la moindre amorce de virage. Il se ficha sur le poignard de glace comme un insecte et y resta empalé. La pointe de l'aiguille s'enfonçait dans sa poitrine et ressortait entre les omoplates. La colonne vertébrale était sectionnée et des lambeaux de poumons pendaient sur ses reins. Un ruisseau rouge imbibait la neige. Meyer détourna les yeux. Écœuré, la bile au bord des lèvres. « Seigneur, murmura-t-il. La grêle maintenant, ricana Stick. C'est dingue.
Il cessa de donner des coups de pied pour débloquer la portière passager et tenta de regagner sa place. L'embrayage s'enfonça brusquement, le levier de vitesse enclencha la première et le volant se mit à tourner follement. Hé, qu'est-ce que... gueula Stick. L'accélérateur se colla au plancher. Stick perdit l'équilibre et embrassa l'appui-tête. Derrière, les filles protestaient, croyant qu'il était responsable de cette manœuvre. La Toyota effectua un spectaculaire bond en avant et se mit à tourner comme une toupie. Les plaintes des filles se transformèrent en hurlements. Platine fut violemment projetée contre la portière où elle se fendit une pommette. La voiture passa la seconde, traversa la chaussée comme un obus pour percuter un mur de glace et rebondit en tournoyant vers le ravin. Stick, l'épaule meurtrie, s'était effondré sur le plancher. Il tendit la main et parvint à empoigner le levier de vitesse. La secousse faillit lui briser le bras. Après un ultime rugissement, le moteur cala. La Toyota glissa lentement sur sa lancée et s'immobilisa contre les quelques centimètres de la glissière métallique qui émergeait encore de la couche verglacée. Après un bref moment de stupeur, de silence consterné, où chacun faisait l'inventaire de ses plaies et bosses, Platine se mit à hurler. Mais t'es complètement fêlé, mon pauvre Stick! Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Le visage émacié de Stick était devenu plus gris que son linge de corps. Il secouait doucement la tête, la bouche ouverte. C'est pas moi, bredouilla-t-il, enroué. J'ai rien fait. L'averse de grêlon venait de cesser et la tempête paraissait s'apaiser, à moins que ce ne fût seulement l'accoutumance. Tu nous prends pour des connes? S'époumonna Platine, furieuse. Pourquoi t'as démarré comme ça? T'as failli nous foutre en l'air. Brenda coupa court à la querelle. Et Franck? Murmura-t-elle en reprenant péniblement ses esprits. Où est Franck?